Mettez-vous là. Bien sûr, je n'ai pas dit que c'était la raison, je dis ça leur fait quand même. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue.
prendre des photos sans flash, en spectacle. Où est donc ma garde? Il n'y a plus personne. Ils ont été informés de mon arrivée. Chère Hortense. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Que vous étiez malheureux, sire. Oui, je suis bien malheureux. Pas pour moi, mais pour la pauvre France. Jamais j'aurais pu imaginer pire sort. Tout a été fatal dans cette bataille et personne n'a été soi-même. Pourtant, l'armée a fait des prodiges et s'est couverte de gloire. Mais vers 8 heures du soir, une terreur panique a saisi le maréchal Ney. Il est parti sans mon ordre et a massacré toute ma cavalerie. J'ai vu sous mes yeux en quelques heures la victoire qui m'échappait. Et je n'y pouvais rien. Quand on pense que le maréchal Ney avait promis à Louis XVIII de vous ramener dans une cage de fer. À mon retour de l'île d'Elbe, Ney avait en effet le projet de m'attaquer. Mais quand il a vu ses troupes s'opposer, il a été forcé de suivre le mouvement. En se ralliant à moi, il s'est mis littéralement la corde au cou. Soyez sûr de cela, mais n'en parlez pas. Quelle destinée? Oh, il m'est encore difficile de vous peindre cette journée de douleur. Je n'en peux plus. Je suis épuisé. Cela fait 3 jours que je n'ai ni mangé ni dormi. Et j'étouffe. Là. Sire, tout est perdu, n'est-ce pas? Ne soyez pas triste. Et ayez confiance en moi. Parce que je ne sais plus faire mon métier. Nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. J'ai connu des situations bien plus compliquées et je m'étais préparé dans l'hypothèse d'une défaite en Belgique. Votre Majesté, n'est-il pas dangereux que l'on vous sache à l'Élysée? Oh, je crains plus pour la France que pour moi. Mais sire, des alliés officieux arrivent chaque jour prévenant qu'on veut attenter à votre vie. Cela fait 15 ans que l'on cherche à m'assassiner. Et on n'a pas réussi. En dépit des complots et des factieux. Et ma présence ici les contiendra. À présent, je dois me remettre à mes affaires. Bien, votre Majesté. Waterloo. Waterloo. Être battu par ces Anglais. Pauvre France. Que va-t-elle devenir? Ne s'en relèvera-t-elle jamais? Pourtant, j'ai fait ce que j'ai pu pour elle.
À présent, mon destin m'impose de faire face à l'ennemi. Et je dois rendre compte de ce qui s'est passé à la Chambre des députés. Mon intention n'est de rien dissimuler. J'espère que la présence de l'ennemi sur le sol français réveillera chez eux le sentiment de leur devoir. Et si j'obtiens l'union avec les chambres, tout peut se réparer. Ainsi, cette guerre commencée sous de mauvais auspices s'achèvera par le triomphe de nos armes. Aujourd'hui, je n'ai que Lafayette et quelques autres contre moi. Je sais que je les gêne. Ils s'imaginent que les coalisés n'en veulent qu'à ma personne, et ils voudront certainement se rallier à eux. Mais je ne les laisserai pas faire. Et pour cela, j'ai besoin de mon ministre de la police. Lui seul est capable de les convaincre. Majesté. Monsieur le duc d'Otrante. Je regrette, sire, de vous voir à Paris. Pourquoi? Il était préférable, Majesté, de ne point vous séparer de votre armée. C'était elle qui faisait votre force, votre sûreté. Je ne vous ai pas convoqué, monsieur le duc d'Otrante, pour vous apitoyer sur mon sort, mais sur celui de la France. Je vous ai convoqué pour connaître exactement la situation et savoir pourquoi Paris ne me réclame-t-il pas. Parce que Paris reste calme, sire, malgré l'annonce de la défaite. Calme. Calme. On est tranquille, selon vous? Tout à fait, Majesté. Monsieur le duc d'Otrante, je vous ai connu avec plus de verbe. Hélas. Sire, vos malheurs ont déjà transpiré. Et le moniteur qui relate la bataille du Mont-Saint-Jean circule déjà de main en main. Oui, le malheur sont grands, mais le mal est fait. Il ne faut plus en parler. Y a-t-il eu trahison ou seulement du malheur? Bien des choses finiront par se savoir. Monsieur le duc d'Otrante, parlez nettement, je vous écoute. Bien, Majesté. Cela est pénible pour moi, et il serait difficile d'exprimer la grande agitation. C'est pour cette raison que je suis ici, pour remettre de l'ordre. Mais Majesté, tout est perdu. Excepté l'honneur. Sire, les douloureux détails recueillis auprès de ceux qui ont assisté à la défaite sont colportés et commentés, et des propos malveillants relatent la déroute complète de l'armée. Comment mon ministre de la police a-t-il pu laisser propager dans Paris tant de bavardage et de malveillance? Je m'étonne qu'avec votre habileté reconnue, vous ne fassiez pas mieux votre métier. Quand tout le monde s'en mêle, Majesté, il n'y a plus moyen de sévir. Et la police n'a point accès, d'ailleurs, à l'intimité des foyers. Et qui donc ont agité Paris, selon vous? Le mécontentement public s'est exhalé tout seul. De vieilles passions se sont réveillées. Et dans ce sens, il y a eu malveillance, et il serait impolitique de ma part, même imprudent, d'exaspérer encore les esprits par des interdits. On ne remue pas les nations sans remuer les passions. Je punirai ce ramassis de canailles. Votre Majesté a surmonté des difficultés bien plus ardues et vaincu des crises bien plus fortes. Cependant, le duc de Wellington a surpris. Ah, ce Wellington doit un beau cierge, ce vieux Blatcher. J'ai encore les moyens de lui faire passer un mauvais quart d'heure, ce Wellington. Mon intention est donc de proroger en urgence la Chambre des députés afin qu'il m'octroie tous les moyens pour sauver la patrie. C'est parfaitement légal et conforme au droit constitutionnel. Ensuite, je repartirai. Si vous devez, sire, persuader la Chambre des députés, vous aurez fort à faire. Mais pourquoi donc? Les dispositions des députés paraissent plus hostiles que jamais à la guerre. Je crains que vous allez mettre les chambres en ébullition. Vous pensez que les députés ne feront pas corps avec moi? Eh bien, vous vous trompez, monsieur le duc d'Otrante. La nation ne les a point envoyés pour me renverser, mais pour me soutenir. Monsieur le duc d'Otrante, je vous ai nommé à mon gouvernement parce que vous seul avez appris à juger et à sonder sainement l'esprit public. C'est donc à vous de vous adresser à la Chambre des députés pour les calmer et leur annoncer mon retour. Sire, il est de mon devoir de vous éclairer sur votre véritable situation. Mais vous ne pouvez pas juger de ma position
ni celle de l'ensemble de l'Europe. Et vous semblez rester sourd à la voix de la patrie. Moi j'entends les cris des patriotes, des soldats qui me réclament pour sauver la nation, et qui veulent venger la France des désastres de Waterloo. Je me règle d'après l'opinion du peuple et de l'armée, plus que par la vôtre, monsieur le duc de Trente, qui est trop riche, et qui ne tremblez pour moi que parce que vous craignez un débâcle. Je ne doute pas que votre majesté peut encore tirer l'épée. Mais puis-je vous rappeler que les caisses sont vides? L'argent va vous manquer pour poursuivre longtemps la guerre et refaire tout le matériel qui vous fait défaut. À moins que votre majesté puisse de nouveau dans ses propres trésors. Et cela semble bien difficile. Je ne veux point vous cacher mon avis, sire, qu'il vous est impossible de résister au choc de toute l'Europe réunie. Impossible? Impossible, dites-vous? Mais n'ai-je pas déjà montré qu'il n'y a rien d'impossible? Qu'il suffit de vouloir obstinément pour pouvoir? Et quoi, monsieur le duc de Trente? Est-ce à vous, un vétéran de la Révolution, d'avancer qu'il est quelque chose d'impossible? Vous qui avez vu se réaliser des événements qui, avec raison, pouvaient être jugés impossibles. L'homme qui a vu Louis XVI baisser sa tête sous le fer d'un bourreau, et qui a vu l'archiduchesse d'Autriche, reine de France, raccommoder ses bas et ses souliers en attendant l'échafaud. Celui enfin qui se voit ministre quand un Corse est empereur des Français. Ne m'avez-vous pas dit autrefois que vous faisiez consister le génie à ne rien trouver d'impossible? Un tel homme ne devrait jamais avoir le mot impossible à la bouche. En effet. J'aurais dû me rappeler que votre majesté nous a appris que le mot impossible n'est pas français. Cependant, ne craignez-vous pas que les députés vous taxent d'une ambition démesurée? Vous me prenez donc pour un insensé. Monsieur le duc de Trente, je cherche seulement à ramener une chambre égarée à l'union avec moi, qui seul peut sauver la patrie. Et avez-vous réfléchi à d'autres moyens pour défendre la nation que de se battre? C'est un grand malheur, majesté, pour une nation de 28 millions d'habitants, et au XIXe siècle, d'être obligé d'avoir recours aux baïonnettes pour sauver la patrie. Pardieu, vous n'êtes pas soldat, et vous ne savez pas ce qui se passe dans l'âme d'un soldat. Vous n'êtes qu'un militant, pour payer des assassins et des courtisans. Je le suis, moi. Parce que c'est le don particulier que j'ai reçu en naissant. Et je ne laisserai pas la France à la merci des étrangers sans aucun moyen de la défendre. Si votre majesté daigne m'écouter à l'instant. L'union avec la Chambre ne vous est pas encore acquise et cependant elle vous est indispensable. Ne serait-il donc pas préférable d'entamer des pourparlers avec eux? Non mais vous n'y songez pas? Si au lieu de lever des mesures extraordinaires en urgence on discute, tout est perdu. Ce n'est pas la force qu'il faut employer auprès des chambres. C'est la persuasion. Vous savez préparer et diriger de grands événements. Vous en connaissez parfaitement la tactique. Vous en avez les ressources, le talent. C'est de votre fait. Et je suis sûr que vos paroles feront passer la conviction dans l'âme des députés et qu'ils me seconderont dignement. Et puis pourquoi tant d'alarmes? Il est fâcheux qu'une fatale disposition au découragement domine ainsi les meilleurs esprits. Accomplissez votre tâche et laissons faire les événements. Je sais et je n'oublie pas tous les services que vous m'avez rendus. Et je crois à votre attachement à ma personne et à votre zèle pour mon service. Allez, adieu, monsieur le duc de Trente. Ne faites ni le disgracié ni le frondeur. Et mettez en moi un peu plus de confiance. Bien, majesté. Je suis prêt à répondre à la tâche dont vous m'honorez.
Majesté, je viens de m'entretenir avec l'empereur. Et je dois vous avouer que je suis très inquiet de la situation. En effet, beaucoup de bruits amers sur tous les incidents, même les plus secrets de cette agonie militaire, s'accroissent d'heure en heure avec une maligne rapidité. Oui. Ce revers inattendu a réveillé bien des passions hostiles. Savez-vous, Majesté, que l'on parle beaucoup de vous? On dit même que vous êtes une conspiratrice. Je ne suis pas étonnée des bruits que l'on fait courir sur moi. Nos ennemis les accréditent afin d'affaiblir l'esprit public. Ils se plaisent à créer une conspiration. Et comme je suis la seule de la famille de l'empereur qui soit restée à Paris, il est tout naturel qu'il m'y fasse jouer le premier rôle. Je me disais aussi que c'est la 3e fois que l'empereur revient dans la capitale sans son armée. Pourquoi est-il venu si vite pour se mettre à la merci de ses ennemis? N'aurait-il pas mieux fait de rester au milieu de ces débris? Sa Majesté est revenu en urgence à l'Élysée car il sait que nous avons besoin de lui. Il est l'homme de la nation, le défenseur de la patrie. Mais ne craignez-vous pas, Majesté, que la cause de l'empereur semble perdue? Elle tenait malheureusement au gain de la bataille de Waterloo. Malgré cette défaite, l'armée lui est toujours fidèle. Oui, Majesté. Mais l'expérience prouve que l'armée ne suffit point toujours pour sauver une nation. Tandis qu'une nation soutenue par le peuple est toujours invincible. Mais le peuple, comme l'armée, reste très attaché à sa Majesté. Je crains cependant que l'empereur s'abuse en espérant retrouver l'élan national. Ce langage me surprend, de celui que j'ai toujours vu se prosterner aux pieds de l'empereur. La France a plus besoin de lui que lui a besoin d'elle. Marchons avec lui. C'est le seul moyen de sauver la patrie. Hélas. Majesté, il y a un an, toute l'Europe marchait avec lui. Aujourd'hui, toute l'Europe marche contre lui. Et il ne faisait aucun doute à mes yeux que son retour à Paris apporterait la guerre étrangère. Que voulez-vous, monsieur le duc d'Otrante? En menant la France à la guerre, on a appris aux étrangers à la faire. À qui la faute, Majesté? Et n'est-ce pas son insatiable ambition qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui? Ce n'est point une quelconque ambition qui a ramené sa Majesté à Paris, mais uniquement l'amour de la patrie. Il aurait certainement préféré le repos de l'île d'Elbe au souci du trône ou de la guerre. Mais il savait que le peuple français était malheureux, qu'il avait besoin de lui, et qu'il s'agit à présent uniquement du salut de la France. Et du salut de l'empereur. Mais qui songerait à séparer les intérêts de la France à ceux de l'empereur? Majesté, le plus grand de tous les intérêts pour la France et pour l'Europe, celui auquel on doit tout sacrifier, c'est le repos des peuples et des puissances après tant d'agitation et de malheur. Songez donc, Majesté, que dans 6 ou 8 jours, Paris aura sous ses remparts 60 000 Bavarois et 140 000 Prussiens de plus à combattre. Et dois-je vous rappeler que l'empereur n'a plus d'armée? Il n'a que des fuyards. Le patriotisme de la nation lui offre encore d'immenses ressources. Le patriotisme? Majesté, l'armée n'a plus cet amour de la patrie qu'elle avait autrefois. Elle est à présent formée davantage de citoyens désireux de rentrer dans leur foyer que de soldats impatients de combattre. Sa Majesté soutient qu'il peut rassembler dans les 24 heures plus de 150 000 hommes. Il est convaincu que cette nouvelle armée suffira pour chasser l'ennemi de notre territoire. Dans 3 mois, nous aurons la paix et la nation lui en saura gré. Et c'est à vous, monsieur le duc d'Otrante, d'utiliser tous les moyens de communication que vous ayez en votre pouvoir pour convaincre la Chambre des députés et espérer ainsi leur coopération. Majesté, l'empereur a été vaincu. Il n'a plus rien à espérer. Comment? Les chambres marchanderaient à l'empereur son concours dévoué. En de pareils moments, on ne peut trouver le pays divisé. Majesté,
Je dois vous avouer que le ressentiment contre l'empereur est à son comble. Et je crains que Sa Majesté n'ait aucune chance d'obtenir auprès des députés les pouvoirs extraordinaires qu'il réclame. Leur parti est déjà prêt. Ce qu'ils veulent, ce qu'ils exigent, c'est que l'empereur dépose les armes et attende. Que l'empereur attende. Monsieur le duc d'Otrante, lorsque l'ennemi approche, c'est combattre qu'il faut, et non pérorer. Majesté, on dit tout haut que l'empereur est perdu, et tout bas. Il a d'autres moyens pour sauver la France que d'abdiquer. Je n'écouterai pas davantage des insinuations aussi perfides. Majesté, depuis plus de 10 ans, les femmes enterrent leurs époux, les mères leurs fils. Est-ce dans l'ordre naturel des choses? On ne peut demander à aucune nation de se laisser ainsi conduire en masse à la boucherie, à la gloire de l'empereur. Cette gloire nous a coûté trop cher. Nous ne voulons plus de lauriers à ce prix. Le peuple français abandonnerait-il l'empereur? Et vous, monsieur le duc d'Otrante, oseriez-vous l'abandonner et manquer à vos serments? Je n'abandonne pas les personnes qui me sont attachées, Majesté. Je les néglige, parfois, lorsque les circonstances m'y obligent. Vous l'abandonnez, avec la même facilité que vous l'avez servi, comme autrefois vous le fîtes avec ma défunte mère. Majesté, ce n'est ni l'instant, ni le lieu pour évoquer le passé. Mais puisque vous m'en donnez l'occasion, je parlerai clairement sur l'affaire du divorce. J'étais conscient de la fragilité d'un empire sans dynastie. L'empereur, son successeur, aurait dans sa mort entraîné le gouvernement tout entier. Je reconnais avoir poussé l'empereur à divorcer et par un autre mariage assurer sa postérité. Et la vôtre? Bon, je l'ai fait dans l'intérêt de l'empire. Et cela a été d'ailleurs la cause d'une disgrâce. Et dans l'intérêt de l'Empire, vous avez sacrifié sans hésitation votre vieille amie, l'impératrice Joséphine. Il faut admettre que vous avez mis de l'ingratitude et même de la dureté. Votre Majesté oublie avec facilité tous les services rendus à l'impératrice. N'ai-je pas, sur des fonds secrets, remboursé l'intégralité des dettes qu'elle cachait à son mari? Ne disait-on pas que vous le faisiez pour obtenir en échange des renseignements, des secrets de famille, jusqu'à des aveux sur l'oreiller? Un ministre de la police est quelqu'un qui s'occupe d'abord de ce qui le regarde, et ensuite de ce qui ne le regarde pas. Il ne faut jamais faire confiance à un ministre de la police qui un jour fouille dans votre portefeuille et l'autre dans votre lit. Eh bien, Majesté, si vous ne m'aimez pas pour le bien que j'ai fait, aimez-moi au moins pour le mal que j'ai empêché. Voilà que vous me parlez de sentiments, monsieur le duc d'Otrante. Oui, Majesté. Et vous rappelez ce que nous avons eu avec votre mère, sur mon canapé, sa main dans la mienne. Ma mère, par sa bonté, savait gagner tous les cœurs. Elle était adorée des Français. Sa popularité était très utile à l'empereur, et ce divorce a été le commencement de ses malheurs. Il est fort possible qu'il en connaisse d'autres. Majesté, il est encore temps de convaincre votre beau-frère d'abdiquer, de mettre un terme à une guerre qui ne peut être que désastreuse. Sinon, il sera trop tard. Si l'empereur connaît de nouveaux malheurs, je n'aurai pas à me reprocher d'avoir cessé de dire la vérité. Il n'y a qu'un homme entre la guerre et la paix. Que cet homme se dévoue. Et la France peut encore être sauvée. L'empereur n'acceptera jamais d'abdiquer une seconde fois.
Adieu, monsieur le duc d'Otrante. Bonaparte est prêt à tout pour rester au pouvoir. Il pense que la victoire ou la défaite va trancher tous les nœuds. Il veut jouer sa dernière carte. Mais s'il la perd, la France la perd avec lui. Il faut que dans les 24 heures, l'autorité de Napoléon Bonaparte ait cessé d'exister. Et s'il ne me fait pas tuer, je prendrai le pouvoir. Mon rôle, alors, commencera. Je ne connais que 2 moyens. Le premier, c'est de l'assassiner. Le second est de conspirer. Je choisis le second. Faites convoquer le duc d'Otrante. Je suis là, Majesté. Je suis là. Monsieur le duc d'Otrante, je vous ai demandé de sonder les intentions des députés, et vous avez trouvé un moyen de vous en servir contre moi? Vous foutez du monde? Lafayette vient de faire voter en toute illégalité une motion décrétant la permanence de la Chambre, et aucune voix ne s'est opposée à cette proposition. Ce matin, à mon arrivée à l'Élysée, j'avais toute l'Europe contre moi, et voilà que ce soir, je dois mener une autre guerre contre les députés eux-mêmes. Je regarde, sire, la Chambre des députés comme l'encre du salut de l'État. Elle est pour moi l'image du droit et de la force légale. Prenez plutôt ce couteau et enfoncez-le-moi dans la poitrine. Ce sera plus loyal que de faire ce que vous faites. C'est vous qui avez tout manœuvré derrière mon dos, n'est-ce pas? Disons que j'ai moi-même organisé l'élection de la Chambre. Elle est à présent composée de partisans de la Révolution et point de bonapartistes. Et il est vrai que la plupart vous sont même hostiles. Vous m'avez donc trahi. J'en ai les preuves. Vous avez à jamais perdu ma confiance. Malheureusement, la Chambre n'a point assez de... Il y a encore des députés à la Chambre qui méditent de nouvelles trahisons, et à présent, ils vont perdre la France. Il faut dire, Majesté, que les députés craignent de nouveau un retour à la guerre. Et vous avez donc utilisé Lafayette, qui a toujours conservé à mon égard une inimitié personnelle, pour faire voter cette motion et déclencher une fronde des députés? En effet, cet homme était pour moi une garantie. Mais cette motion est inconstitutionnelle. Et vous l'avez votée sciemment. Il ne faut pas s'en flatter. Vous en prenez donc la responsabilité, monsieur le duc d'Otrante. Majesté, la Chambre des députés a non seulement voté l'article sans distinction, sans réserve, mais elle a même déjà voté l'affichage de cette motion dans Paris et dans tous les départements. C'est un fait consommé. Désavouer ce message sur quelques points, le rectifier même, ce serait scinder notre système législatif au moment où il a le plus besoin d'être uni. Je crains, Majesté, que le moment d'agir est passé. C'est mon abdication qu'ils veulent, n'est-ce pas? J'ajouterais même que si votre Majesté ne se décidait point à offrir de son propre mouvement son abdication, la Chambre des députés oserait la demander. Et quel est donc le pouvoir de la Chambre pour demander mon abdication? Elle oublie que j'ai le pouvoir de la dissoudre. Si je le veux dans 1 heure, la Chambre n'existera plus.
La Chambre s'étant déclarée en permanence, sire. Toute tentative pour la dissoudre sera considérée comme un acte de haute trahison. Quiconque se rendrait coupable d'une telle tentative serait sur le champ considéré comme traître à la patrie et jugé comme tel. C'est vous, monsieur le duc d'Otrante, qui osez me parler de trahison? Vous qui avez fait de la trahison une vertu? Ce n'est pas moi qui vous trahis, Majesté. Ce sont les circonstances et les événements qui, à chaque instant, nous trahissent. Je ne comprends pas, monsieur le duc d'Otrante, et je ne comprendrai jamais comment vous déclareriez traître à la patrie quiconque tenterait de dissoudre la Chambre des députés. Qui nous menace? Est-ce moi? Est-ce le gouvernement? Non, c'est la canaille excitée par nos ennemis, dont vous faites à présent partie. Aujourd'hui, Majesté, la Chambre des députés a acquis un trop grand pouvoir sur la représentation nationale. Et les Français sont trop attachés à une assemblée qui les représente. Justement, c'est aux Français de trouver parmi nous ces représentants. Et vous n'en êtes pas digne. Et puisque c'est ainsi, je n'abdiquerai point. Sire, la Chambre nous donne ici un bel exemple. Celui de la liberté, de l'ordre public. Et puis permettez, sire, permettez à un vétéran de la cause sacrée de se rallier autour du vieil étendard tricolore, celui de 93. C'est celui-là seul que nous ayons à défendre contre les prétentions étrangères et contre toute tentative intérieure. Il n'y a pour vous rien de sacré. Vous méprisez le peuple. Heureusement, la Chambre n'a point assez de volonté pour être indépendante. Les députés vous obéissent. Vous croyez que vous pouvez tout conduire à votre guise? Vous croyez le maître parce que vous avez eu de l'influence sur quelques hommes. Mais vous ne contrôlez rien. Et je vous rappelle que je suis toujours l'empereur et que vous êtes encore mon ministre de la police. Et puisque la Chambre ne veut point me seconder pour sauver la patrie, eh bien je la sauverai seule. Si votre Majesté veut tenter un autre 18 Brumaire, elle doit savoir que, cette fois-ci, le ministre de la police ne laissera pas faire. Pour se défendre, les députés disposent déjà d'un détachement de 400 gardes nationaux contre vous. Et moi je renverrai la bétoyère et un bataillon de la garde. Vous préféreriez donc vous raccrocher à un pouvoir vacillant par la dictature? Une dictature qui ne sera que temporaire et qui sera préférable à l'anarchie des députés. C'est la dictature de la loi qu'il faut établir, Majesté, non celle d'un homme. Mais s'agit-il d'un homme ou de sa famille? Non! Il s'agit de la patrie. Et est-ce ma faute si l'on me conduit à la dictature? Majesté. Majesté. Nous avons déjà la guerre étrangère, et vous voulez en plus la guerre civile et les horreurs d'un siège? On peut tout faire avec des baïonnettes, sire, sauf s'asseoir dessus. Aujourd'hui, monsieur le duc d'Otrante, vous ne me servez pas bien parce que vous imaginez que tout est perdu. Mais dans moins de 3 mois, quand j'aurai sauvé la patrie, vous me servirez avec le même zèle et la même ardeur qu'aux époques de Marengo et d'Austerlitz. Je vous en conjure, Majesté, ne donnez pas aux chambres, à la nation, le moyen de vous accuser d'avoir empêché d'obtenir la paix. Et que proposent les chambres en échange de la paix? Mon abdication? A-t-on calculé les suites? Mon abdication laissera l'État sans chef, sans existence politique et sans armée. Et je vous rappelle, monsieur le duc d'Otrante, que la France est encore à moi, et que les Français m'attendent aujourd'hui, comme les Juifs attendent le Messie. Peut-être, sire. Mais dois-je vous rappeler que vous avez été vaincu? Une bataille perdue doit-elle décider du sort d'une nation? Une défaite n'est pas un jugement. Les chambres agissent sous l'influence d'un désastre sans exemple. Les canons de Waterloo les aveugles. Je ne doute pas que les chambres soient vivement affectées de s'imposer à elles-mêmes une aussi douloureuse séparation.
Mais je ne dois point dissimuler à votre majesté que les mêmes souverains qui étaient prêts à négocier avec votre cabinet ne veulent plus entrer en pourparlers tant que Bonaparte conserve le pouvoir. Votre présence sur le trône est incompatible avec la sûreté et le repos des peuples. Et ils prétendent même à présent qu'il s'agit du salut de l'Europe. Il s'agit pour moi du salut de l'Empire, auquel, je vous rappelle, monsieur le duc de Trente, vous avez contribué. L'Europe. Mais l'Europe n'est plus qu'une vieille putain pourrie qui se soumettra pour leur anglais. Et dont je ferai tout ce qui me plaira avec 300 000 hommes. Majesté, la France n'a pas besoin d'hommes. Elle a besoin de paix. Vous me parlez de paix. Mais sur quelle base reposent vos négociations? Quels moyens de communication avez-vous en votre pouvoir? J'ai tant de choses importantes qui me préoccupent que j'avais oublié de vous dire. J'ai reçu un billet de monsieur de Metternich. Enfin, je vous l'apporte. Ainsi vous faites la paix sans ma participation? Je vous avoue que j'entretiens en effet depuis quelque temps des contacts secrets à Vienne avec monsieur de Metternich. Vous avouez donc aujourd'hui que vous entretenez des correspondances et entamez des négociations avec les ennemis de l'État à mon insu et sans ma permission? Et jusqu'à quand va durer cette plaisanterie? Jusqu'à votre abdication, sire. Je sais bien que vous voulez vous débarrasser de moi et me faire pendre. Qu'ai-je à craindre? Mon trône? Bah. Majesté, qu'est-ce que le trône? 4 morceaux de bois couverts d'un morceau de velours. Mais dans le langage de l'Empire, le trône, c'est moi. Et si ce trône doit être perdu, j'aime mieux le perdre sur les champs de bataille qu'ici. Alors je vous adjure, Majesté, au nom de la France, de votre sûreté et de la nôtre, ne jouez pas dans un va-tout votre couronne et votre gloire. Mais n'y avez-vous pas contribué à cette gloire? Vous et tant d'autres qui me blâmez aujourd'hui. Majesté, vous n'avez plus d'autre moyen que de vous plier aux exigences de la Chambre. Peut-être vous mettra-t-elle hors la loi et proclamera alors indubitablement votre déchéance. Ils n'oseront pas. Sire, en 1814, vous vous êtes sacrifié pour le salut de tous. Renouvelez aujourd'hui ce grand, ce généreux sacrifice. Sire, la France a déposé les armes. Elle désire la paix. Et au nom de la peur, on leur propose d'abandonner l'empereur. Vous osez abandonner le chef que la nation a replacé solennellement sur le trône. Vous préférez vous désunir de lui et flétrir à jamais l'honneur national. Ce n'est pas la paix qui me dépose, c'est la peur. La peur dont vos ennemis profiteront plus tard. Majesté, comment osez-vous dire une telle monstruosité? Vous nous accusez de manquer à nos devoirs envers l'honneur national et envers vous. Avez-vous oublié, Majesté, tout ce que la nation a fait pour vous? Avez-vous oublié qu'elle vous a suivi dans les sables d'Égypte, dans le désert glacé de Russie, sur 50 champs de bataille, dans ses victoires comme dans ses désastres? Depuis plus de 10 ans, les ossements de nos enfants, de nos frères attestent partout de votre fidélité. C'est pour vous avoir suivi que nous avons à regretter le sang d'1 million de Français. Et vous voulez aujourd'hui sacrifier encore du sang français pour lutter contre l'Europe tout entière? Nous avons assez fait pour vous. Plus de despotisme, plus d'ambition. Maintenant, il faut faire la paix. Ah,
Après avoir joué Robespierre et Barras, voilà que vous jouez les chambres à présent. N'est-ce pas, monsieur le duc d'Otrante? Les chambres seront fatales. Nous vous jouerons. Et de votre main, nous aurons le retour de Louis XVIII. Je sais que vous n'avez pas rompu avec vos vieux amis terroristes. Est-ce pour en venir à une nouvelle révolution que vous allez d'un camp à un autre? Citoyen Fouché. Apprenez que s'il en survient une nouvelle, elle vous écrasera le premier. La révolution! La révolution! Est-ce que cela compte encore, sire? La révolution, c'est vous! Vous êtes son maître. Votre nom ferait pâlir n'importe quel Bourbon. Et dire que vous avez l'affront de m'accuser d'avoir du sang sur les mains? Vous croyez que je ne sais pas ce que vous avez fait à Lyon? Fouché. Vous êtes l'expression du crime. En fait, de Bourreau ne faisait pas mieux. Je ne me consolerai jamais du malheur de m'être trouvé dans cette tempête politique. Mais dans un pays comme la France, sire, on ne peut juger le passé à la lumière du présent. C'est navrant de voir à quel point vous prêchez l'oubli pour vous-même. Mais ces silences commandés vous reviendront bientôt à la figure, citoyen Fouché. Il est de fait qu'un fait est une ligne ineffaçable dans le livre de l'histoire. Et c'est à elle à recueillir les circonstances qu'il ne m'appartient pas de produire au grand jour. C'est sur des faits que l'on juge les hommes. Hélas. J'ai voulu vaincre pour la Révolution. Mais c'est la Révolution qui m'a vaincu. Qu'est-ce qui a fait la Révolution? La vanité. Qu'est-ce qui l'a achevé? Encore la vanité. La liberté n'était qu'un prétexte. J'ai été témoin des journées révolutionnaires de 1792. Et je garde en mémoire ces foules déchaînées. Ce spectacle de la violence et de la haine. Ces têtes portées en haut des pics au chant de la Carmagnole ou du Ça ira, ça ira. Quels atroces gens que ces hommes de la Révolution. Ils ne connaissaient que la guillotine. C'était la folia Francese. Et toute cette terreur jacobine continue encore de monter. La terreur napoléonienne a été en apparence moins sanguinaire, sire, mais incomparablement plus destructive. Et puis les passions des hommes sont de tous les temps, et l'art en politique est de les employer. Mais en politique, l'atrocité aurait-elle aussi son point de vue salutaire? La politique considère le bien et le mal de manière relative. La politique, qu'est-ce que c'est? C'est la morale des circonstances. Pour vous, la politique, c'est jouer avec les hommes. Vous croyez habiles les monarques de l'opinion? Apprenez, monsieur le duc d'Otrante, qu'on ne gouverne pas les États avec des souvenirs. Et encore moins avec des remords. L'opinion publique, même silencieuse, est la force du prince. Elle est reine. Elle n'est point soumise au pouvoir des rois. Ils en sont les premiers esclaves. L'opinion publique est la plus vicieuse des catins. Et pourtant, elle est entrée dans l'art de gouverner et en a changé les combinaisons. Et à la moindre alarme, les souverains peuvent tomber d'y avoir trop goûté. En fait, il y a toujours eu en vous deux hommes en contradiction. Le duc d'Otrante et le citoyen Fouché. Les contradictions ne m'ont jamais effrayé, sire. Et il s'avère que c'est le duc qui l'emporte le plus souvent sur les citoyens. Ah, Fouché, vous oubliez.
Ah, ce titre de noblesse a été votre faiblesse et sera votre naufrage. Par ce titre de duc, vous avez fini par vous croire duc depuis toujours. Et dire que c'est par jalousie que vous m'avez tourmenté pour être duc, parce que Talleyrand l'était. D'ailleurs, j'ai appris que vous étiez rapproché de lui. En effet. Nous nous sommes rapprochés par des circonstances indépendantes de nous-mêmes. Et qu'il vous aurait même invité chez lui. À souper. Aucune mission ne vous répugne. Non, Majesté. Quand j'ai besoin de quelqu'un, je lui baiserai au cul. Et dire que vous avez toujours détesté Talleyrand. Et qu'il était à vos yeux un rival que vous cherchiez à devancer. Sire, la versatilité des opinions n'est plus considérée aujourd'hui comme une lâcheté criminelle, mais comme un art que l'on admire. Et puis en politique, la fidélité n'est qu'une question de date. Comment deux hommes jadis opposés de vue et d'intérêt ont-ils pu se réconcilier? Disons qu'un intérêt évident nous unit. Je sais. Vous ne m'aimez point. Ah non, sire. Disons que nous n'en sommes encore qu'à l'admiration. Vous cherchez sans doute des garanties auprès de Talleyrand, dans l'espoir qu'il vous mène auprès de Louis XVIII pour lui prêter allégeance. J'imagine la scène. Mais dites-moi, monsieur le duc d'Otrante, comment Louis XVIII pourra-t-il confier le portefeuille de la police à un ancien régicide? Eh bien quoi? Il me semble que vous êtes l'un de ceux qui ont envoyé Louis XVI à l'échafaud. Oui, Majesté. Et c'est même le premier service que j'ai eu le plaisir de vous rendre. J'ai toujours regardé la mort de Louis XVI comme un crime. Ne craignez-vous pas d'en perdre la tête? Et par l'exécution du duc d'Enghien, votre Majesté peut aussi craindre de perdre la sienne. N'était-ce pas un Bourbon? C'est Talleyrand et ses frères francs-maçons qui m'ont décidé au sacrifice du duc d'Enghien. Je l'ai fait parce que c'était nécessaire à ma sûreté. Était-ce un crime inutile? J'agirais encore de même. Mon sang vaut bien le leur. C'était plus qu'un crime, sire. C'était une faute. J'ai fait des fautes. Et qui n'en fait pas? Après tout, je ne suis qu'un homme. Ah, si j'étais né sur le trône, il m'aurait peut-être été plus facile de ne point en faire. Sachez, monsieur le duc d'Otrante, qu'il y a en moi deux hommes bien distincts. L'homme de tête et l'homme de cœur. Mais vous ne connaissez pas mon cœur, monsieur le duc d'Otrante. Si vous aviez quelques idées de sa sensibilité, vous ne douteriez pas que ma vie soit plus à vous qu'à moi. Alors, Majesté, si vous avez du cœur, toujours du cœur, ne faites pas la guerre. La conquête m'a fait ce que je suis. Et je ne puis à présent aller dire à la face du monde que je me suis gravement trompé. Et en rester sur une armée battue. Sire, je n'ai pas le sot amour-propre de voir mieux qu'un autre. Mais alors que la France et une partie de l'Europe est à vos pieds, j'ai osé vous faire entendre constamment la vérité. Avant la guerre d'Espagne, avant la guerre contre la Russie. Mais la voix de la franchise qui vous avertissait ne fut point écoutée. Comment pouvez-vous me reprocher mes malheurs? Je les ai supportés avec honneur. Peut-être oui, je me suis trompé. Ou on m'a trompé.
Alors je vous en supplie, cette fois-ci, Majesté, ne rejetez pas mes conseils. Le seul moyen de vous sauver, de sauver la France, est d'abdiquer. D'abdiquer en faveur de votre fils, le roi de Rome, et de pérenniser votre dynastie par une régence. Je vous le demande, monsieur le duc d'Otrante, si je ne peux plus sauver l'État, comment mon fils le pourra-t-il davantage? Les ennemis du père ne sont jamais les amis du fils. Majesté, vous n'avez plus de temps à perdre à la réflexion. De la gloire à la honte, il n'y a qu'un pas. Mon intention n'a jamais été de refuser d'abdiquer. J'étais soldat. Je le redeviendrai. Mais je veux qu'on m'y laisse songer en paix. Dans l'intérêt de la France et de mon fils. Dites-leur d'attendre. Majesté, si vous hésitez encore, il sera trop tard. Ce n'est plus une prière. C'est un devoir. J'avais donné à ces messieurs rendez-vous à l'Élysée. J'avais besoin de consolation et je les attendais d'eux. Ils pouvaient me faire du bien, mais ils m'ont fait du mal. J'aurais dû moi-même aller à la Chambre des députés dès mon arrivée, mais il faut dire le mot. Je n'en ai pas eu le courage. Vous avez devant vous un homme que vous avez réclamé grand, qui était revêtu par le peuple du pouvoir souverain. Cet homme vient d'en faire la remise sans réserve et sans condition personnelle. Tant de peine, de sang et de souffrance imposés à cette infortunée nation 15 années durant pour aboutir à ce désastre. Sire, ne donnez point le sentiment du découragement. Reprenez-vous. Suis-je plus qu'un homme pour amener 1000 députés égarés à l'Union avec moi? Seul, je ne peux plus rien. Je ne suis plus rien. Sire, au 18 Brumaire, le peuple vous a approuvé et vous a acclamé. Quelle différence aujourd'hui? Jamais la dictature militaire n'a été plus légitime. En Brumaire, nous avons pu tirer l'épée pour le bien de la France. Aujourd'hui, pour le bien de la France, nous devons jeter cette épée loin de nous. Mais sire, l'armée n'est-elle plus la partie forte de la nation? L'armée est faite pour la nation, et non la nation pour l'armée. Et je ne peux que plaindre ce peuple qui me réclame des armes et que j'abandonne. À présent, la France n'est plus qu'une nation déshonorée. Elle a été violée, abîmée, et tout cela par ma faute. Majesté, ce n'est pas votre faute, mais celle de quelques salons. De quelques personnes qui ont oublié bien vite qu'elles vous doivent la fortune ou la considération dont elles jouissent à présent. Vous oubliez, sire, que depuis 1 an, des hommes de talent ont travaillé à dénaturer vos intentions. Que depuis 1 an, on a tout fait pour convaincre le peuple que votre majesté est l'ennemi de la liberté. À force de répéter des mensonges, sire, ils finissent par s'établir comme des vérités. Voyez à quel point votre situation est à présent cruelle. Je voudrais être mort. Je voudrais être mort. J'aurais dû mourir à mon Saint-Jean. Votre majesté, on se tue pour échapper à la honte,
On ne se tue pas pour échapper au malheur. Tu demandes que je me sacrifie, j'y consens. C'est pour mon fils que j'abdique. C'est pour lui que je fais ce grand et généreux sacrifice. Ce n'est qu'avec ma dynastie que la nation peut espérer être libre, heureuse et indépendante. Sire, la France comme l'Europe ne sauront ce que vous valez que lorsqu'elles vous auront perdu. Je vous remercie, chère Hortense, des sentiments que vous m'exprimez. Voyez-vous, ce ne sont ni les Russes ni l'affaire d'Espagne qui m'ont anéanti. Ce sont de faux rapports, de basses intrigues et des trahisons. Non, Votre Majesté. C'est la bataille de Waterloo. Française, Français, je m'offre en sacrifice à la haine des ennemis de la France. Ma vie politique est terminée. Et je proclame mon fils, sous le titre de Napoléon II, empereur des Français. Unissez-vous tous pour rester une nation indépendante et pour le salut public. Au palais de l'Élysée, le 22 juin 1815. Je sais ce qui vous amène, Fouché. Que ferez-vous ensuite après mon départ? Je prendrai du pouvoir autant que je pourrai pour ne pas être dominé par les événements. Et vous pensez que vous en tirez comme ça? Vous serez guillotiné comme les autres. Mais vous l'aurez bien mérité. Depuis 25 ans, j'ai l'habitude de dormir la tête sur l'échafaud. Je connais l'effet de sa puissance. Et pourtant, je ne la redoute pas. Je suis une sorte de virtuose dans l'art de survivre. Vous êtes un virtuose du double jeu. Vous avez la manie de mettre vos pieds sales dans les souliers de tout le monde. Mais un jour, vous serez trompé à votre tour et pris dans vos propres filets. Vous croyez de la noblesse. Vous ne serez que de la canaille. Je ne suis pas ici pour vous demander ce que vous pensez de moi. Et je ne tiens nullement à le savoir, car je m'en moque. La vérité est que je ne suis rien de tout ce qu'on dit. Et en même temps, je suis tout ce qu'on dit. Royaliste, orléaniste, jacobin. Selon ce qui arrivera, car je suis et serai le serviteur des événements. Vous croyez être racheté de votre passé par les services que vous venez de rendre aux Anglais. Mais les Anglais n'ont rien appris, ni rien oublié. Et lorsque je serai parti, ils s'en prendront à vous de m'avoir accueilli. Vous n'êtes qu'un amateur, ou une comédienne, à chaque fois.
fois que vous avez voulu vous mêler de diplomatie, vous avez été l'adulte de Talleyrand. Et vous finirez par être l'adulte de vous-même. Je suppose que lui et monsieur de Metternich vous ont promis monts et merveilles. Il est vrai que ma prudence habituelle exige en effet que je me sois aménagé des garanties. Disons qu'ils m'ont donné le pouvoir de nouer et dénouer les fils de l'histoire. Et j'en ai fait la démarche. Croyez-vous avoir une telle puissance, Fouché? Oui. Je le crois, oui. Ah, si j'avais été ministre de la police sous Louis XVIII, jamais vous n'auriez remis le pied en France. Vous croyez vraiment que vous m'auriez empêché de venir à Paris? Je vous aurais arrêté moi-même. Je vous savais intrigant, Fouché. Mais je n'osais vous croire infidèle. Il faut dire que l'illusion de votre merveilleux retour avait déjà cessé pour tous les hommes sages bien avant les revers de l'armée. Ah, pourquoi le dissimuler à présent? Vous n'étiez déjà plus à mes yeux qu'un personnage usé, dont le premier rôle ne pouvait être joué une seconde fois. Je savais que vous ne pouviez plus rien pour la patrie, que votre fin était proche. Vous sentiez déjà le cadavre. Mais votre retour a mis la monarchie à terre. Et tous ces ambassadeurs du congrès de Vienne me sollicitèrent alors pour que je prenne l'affaire en main et que j'accomplisse un miracle. Mais quel miracle avez-vous accompli? Je vous ai laissé gagner une ou deux batailles et j'ai fait en sorte que vous perdiez la troisième. Waterloo. Avant votre défaite, j'avais écrit à Wellington pour lui proposer la livraison de secrets militaires en échange de sa protection. Il est vrai que la moindre information pouvait avoir une importance capitale. J'ai donc le jour même de votre départ dépêché un de mes agents secrets muni de notes écrites codées, révélant votre plan de bataille. Et voilà. Voilà l'explication de l'inconcevable succès du généralissime Wellington qui a fait naître l'étonnement universel et les conséquences que l'on connaît. Et après la trahison politique, la trahison militaire. Fouché, vous êtes né traître, et vous le resterez jusqu'à la fin de vos jours. Ce qui est navrant, c'est de m'avoir confié dès votre retour de l'île d'Elbe le ministère de la police où j'avais tant de moyens de vous nuire. Et puis, vous savez aussi bien que moi que l'on conspire plus à son aise quand on est à la tête de l'État. Je vous ai confié encore une fois le portefeuille de la police pour vous rendre utile à votre pays. Même si le moment était difficile, j'espérais que votre courage et le mien auraient été supérieurs à la crise. Disons plutôt que vous aviez besoin de garanties contre le soulèvement de certains faubourgs parisiens dont vous n'étiez pas l'empereur. À croire que j'ai un certain pouvoir, et que j'étais à vos yeux plus redoutable au dehors qu'au dedans d'un ministère. Ce que je sais, c'est que chez vous, l'envie est plus redoutable que la haine. Je l'admets. J'ai le prurite du pouvoir. Voilà ma faiblesse. Mon ambition est presque sœur de la vôtre. La passion de la guerre en moi. Faut-il qu'il y ait fatalité de ma part, ou vice dans les personnes choisies autour de moi? Chaque homme a ses vices. Les miens ne sont pas l'ingratitude et la trahison. Cette trahison n'a point de part dans votre défaite.
si vous avez succombé, prenez-vous-en à vous-même ou au destin. Vous avez été vaincu par là où vous avez péché. Vae victis. Malheur vaincu. Peut-être qu'aux yeux de Monsieur de Metternich, vous pouvez me succéder. Mais vous verrez qu'il faut une main autrement trempée que la vôtre pour tenir les rênes d'une nation. Et tout votre machiavélisme politique pour prendre le pouvoir ne peut empêcher que tôt ou tard, la vérité ne vous tue, Fouché. N'avez-vous pas tenté de le faire vous-même, à Lambesc, et sans succès? N'êtes-vous pas fatigué de vos basses intrigues, Fouché? L'intrigue m'est aussi nécessaire que la nourriture. J'aurais dû supprimer le ministère de la police. Ah, vous êtes comme tous ces tyrans qui éloignent les témoins qui ont contribué à leur ascension. Et ce qui est incroyable, c'est que vous ne trembliez pas devant les souverains, mais que vous trembliez devant un homme, un seul, votre serviteur. Ainsi, vous avez sans cesse cherché à vous séparer de ma personne. Me renvoyer vous aurait trop coûté. Vous avez eu donc comme projet de m'assassiner. J'aurais dû vous faire pendre. Et tout le monde aurait applaudi un tel acte de justice. Vous demandez peut-être pourquoi je ne l'ai point fait. C'est parce que je vous méprise trop pour en prendre la peine. Et voilà le sort que vous vouliez réserver à l'homme qui vous a servi durant 10 ans. Et voilà le genre d'attachement que vous avez eu pour ma personne. Fouché. Si vous boitiez comme Talleyrand, je dirais que vous êtes au diable. Dois-je prendre cela pour un compliment? Fouché. Vous êtes le péché originel. Et cela ne se pardonnera pas. On peut bien se l'avouer à présent. Hormis vos talents militaires, l'homme politique n'existe pas. Vous avez toujours confondu commander et gouverner. Vous vouliez que tout cède à votre impatience, à votre volonté. Or, les affaires politiques ne se traitent pas comme les affaires militaires. Toutes vos fautes, vos imprudences viennent d'ailleurs de cette famille. Gouverner ou faire la guerre, il fallait choisir. Alors, j'ai choisi. Je vous ai laissé le pouvoir militaire. Et j'ai pris le pouvoir civil afin de tirer les 1 000 ficelles qui conduisent la politique. Vous vous êtes cru l'empereur des Français. Mais en réalité, vous n'étiez que l'empereur des soldats. Et vous, vous n'êtes rien d'autre que le ministre de vos vengeances. Vous n'étiez pas de force face à moi. À ce jeu, en fin de compte, vous deviez perdre la partie. C'est moi qui vous ai fait monter sur le trône. C'est moi qui vous en fais descendre. C'est à l'histoire qu'il appartiendra. C'est elle qui pèsera votre mérite et votre faute, votre force et votre faiblesse. L'histoire n'est jamais morale. Après 15 années de fortune et d'infortune partagées, l'un reste au pouvoir quand l'autre quitte la scène du monde. Fouché, vous me serez fatal jusqu'à la fin. Monsieur le duc d'Otrante, je suis surprise de vous savoir encore ici. Majesté, je m'apprêtais à quitter le palais de l'Élysée.
Je dois former le gouvernement provisoire et organiser sans délai la régence. J'espère que les chambres ne mettront pas cette grande nation à la merci des étrangers. Non, que Sa Majesté se rassure. Son abdication servira les intérêts de la patrie. Ah, monsieur le duc d'Otrante, si vous vous étiez rallié à l'empereur, vous lui auriez été bien utile. Majesté, soutenir une guerre contre l'Europe tout entière uniquement pour ne pas sacrifier un homme me paraissait absurde. Ce n'est pas pour l'amour d'une couronne que Sa Majesté voulait faire la guerre, mais pour sauver la France. Majesté, je déteste la guerre. Et je savais qu'avec lui, cette guerre ne serait pas non seulement comme toutes les guerres un malheur, mais qu'elle aurait le caractère particulier de jeter l'Europe dans un holocauste. Monsieur le duc d'Otrante, vous vous êtes trompé sur les intentions de l'empereur. Il n'avait qu'un seul but, le bonheur des Français. Parfois, Majesté a trop anticipé le bonheur. On le manque. Je crains, monsieur le duc, que vous êtes égaré. Vous oubliez, Majesté, que ce sont les chambres qui l'ont voulu. Le temps, qui analyse tout, prouvera quelles étaient les intentions de ceux qui ont voulu détruire les seules ressources qui nous restaient. Mais je ne comprends pas comment vous, son ministre de la police qui lui avait donné pourtant tant de gages de dévouement, avez-vous pu être coupable d'une telle trahison? Ne voyez pas là de la trahison, Majesté, mais uniquement de la politique. Et en politique, j'ai pour principe de n'avoir pas de principe. À cause d'une vulgaire ambition, pour la première fois de sa vie, l'empereur Napoléon est cruellement isolé. C'est la loi du jeu politique. Vainqueur, il aurait eu tout le monde. Vaincu, il n'a plus personne. Mais à ce jeu abominable, c'est la France qui paiera sa perte. Votre Majesté, il est temps de quitter le palais de l'Élysée. Hier, le peuple m'a du lait. Demain, il me reprochera de l'avoir abandonné. Il ne me restera que le cri comme cortège. Sire, les Français ne doivent plus vous préoccuper. À présent, vous ne devez penser qu'à vous seul. Ah, je me tarde à quitter la France. Et vous, ma fille, que comptez-vous faire? Sire, je ne m'occupe pas de moi, seulement de vous. Je n'ai pas de portrait de l'impératrice Joséphine. Vous pouvez m'en trouver un ressemblant? Je voudrais qu'il soit en médaillon. Votre Majesté, vous ne devez songer qu'à mettre vos jours en sécurité. Hâtez-vous avant que les Anglais ne soient avertis des événements. Pourquoi n'écrivez-vous pas à l'empereur d'Autriche pour lui demander de vous accueillir et d'assurer votre sécurité? Il n'a pas oublié que vous êtes son gendre. Non, jamais je n'écrirai à mon beau-père. J'en veux trop de m'avoir privé de ma femme et de mon fils. C'est trop cruel. Si j'en suis réduit à cette triste situation, c'est beaucoup par sa faute. Votre Majesté, je voudrais vous remettre ce collier de diamants d'une valeur de 200 000 francs. Je l'ai reçu de vous, il vous appartient. Pourquoi vous gêne-t-il? Non, sire. Eh bien, gardez-moi cela. Vous avez sans doute déjà dîné. Non, Votre Majesté. Voulez-vous me tenir compagnie?
Applaudissements